Il est 19h45, le point de l'actualité sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons le sommaire. Le Hajj 2014, après l'attente, l'incertitude et la valse des rumeurs les plus folles, le doute et la peur de ne pas être au rendez-vous s'emparent des pèlerins. Pour cause, leur acheminement se fait par compte-gouttes alors qu'approche la date de la fermeture de la frontière de Médine. L'avion présidentiel, le Mongreboun, devenu l'avion de la discorde, celui par lequel le désaccord grandit et la polémique enfle. Après le pouvoir et l'opposition, nous entendrons dans ce journal le son de cloche des acteurs de la société civile. Voilà donc pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue au journal. À l'entame de ce journal, justement, le Hajj, le voyage pour Médine, devenu un véritable parcours du combattant. L'effort, l'attente, le doute, la peur et des pèlerins tirés à hu et à dia par une pléthore d'agences de voyage du Hajj et d'intermédiaires. Le Hajj 2014 n'échappe pas, hélas, à cette redoutable épreuve. Un constat signé Ibrahim Tikiri. À la date du 18 septembre 2014, moins d'un tiers des pèlerins nigériens ont rejoint les terres saintes de l'islam pour le Hajj 2014. Mais la grosse interrogation, plus le temps s'amenuise pour la fermeture des frontières de Médine, plus la situation se complique pour les 8000 pèlerins nigériens. Les difficultés sont liées au refus, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, des Saoudiens, c'est-à-dire la GACA, qui est l'autorité saoudienne en charge du Hajj, d'autoriser notre compagnie aérienne Air Niamey. D'abord, ils ont fait des chantages, ils ont exigé certains documents de cette compagnie. Au tout début, ils avançaient même l'âge de l'avion qu'ils voulaient utiliser, puisqu'ils ont voulu utiliser l'avion de Max Air qui a plus de 25 ans d'âge. Par la suite, ils ont trouvé un autre avion plus jeune, plus neuf, et pour le remplacer. Donc, ils veulent effectuer le pèlerinage cette année avec deux gros porteurs. Très malheureusement, nous constatons que les Saoudiens continue toujours à refuser les slots. Les slots, ce sont les autorisations de survol et d'atterrissage en Arabie Saoudite. Et nous disons que ce n'est pas normal. Il s'agit là d'un chantage. On veut prendre notre pays en otage. Et nous sommes un État souverain. Normalement, il y a des conventions qui nous lient. Particulièrement d'ailleurs la convention de Chicago, c'est une convention internationale de l'OACI et qui nous autorise effectivement d'autoriser les Saoudiens à venir chez nous. Eh bien, eux aussi, ils ont l'obligation d'autoriser nos avionneurs d'aller chez eux. Et ils exigent même de cette compagnie aérienne qui est Air Niamey le paiement d'une avance d'environ 5 millions de rials, alors qu'ils savent bien que ce n'est pas normal. Donc à cette date, nous attendons toujours les autorisations de ces Saoudiens et qui continuent vraiment à observer le silence total. Alors que leur compagnie qui a démarré depuis vendredi, à cette date, elle est juste à 3 jours de la fin de ses vols. C'est-à-dire Niger Airways qui travaille avec Nas Air, dans 3 jours, en principe le 20, ils vont transporter les 4000 pèlerins qui les ont été affectés. Et donc Air Niamey, qui a le gros lot, n'a pas encore démarré ses vols. Ce qui constitue une véritable préoccupation. Et cela nous amène à interpeller le Premier ministre. Il faut donc aller très vite pour éviter aux pèlerins nigériens une nouvelle mésaventure. Pour cela, les autorités nigériennes sont condamnées à amener l'Arabie Saoudite à rectifier le tir. Le ministre des Transports doit interpeller ces Saoudiens pour qu'ils arrêtent
Et même l'OACI, c'est-à-dire l'Organisation internationale de l'aviation civile, doit les arrêter. Et les Saoudiens ne peuvent pas nous exiger de prendre un engagement. C'est-à-dire comme si ici, on nous compare à des opérateurs économiques. Alors que c'est une coopération entre États. Et de tout temps, on sait très bien qu'entre États, surtout entre les Saoudiens et les Nigériens, il y a quand même une longue histoire. Alors pourquoi aujourd'hui, pour ce Hajj, il nous complique la vie? Après une édition 2013 réussie, le Hajj 2014 risque d'être un vrai fiasco si l'État du Niger ne s'implique pas dans la résolution de cet épineux problème de transport des pèlerins. Le Mont Greboun, le tout nouveau avion présidentiel, triste arrivée que la sienne. En effet, son procédé d'achat et son coût de 20 milliards de francs CFA ont enflammé le débat politique déjà bouillant au Niger. L'avion a été acquis dans le respect des procédures, clame le pouvoir. Faux, rétorque l'opposition qui crie à l'arnaque et saisit la justice. La société civile, déjà aux aguets, est entré dans la danse. Michel Djedi et Aboubakar Souley. Visiblement, les avis sont partagés au niveau de la société civile relativement à cette question. À Alternative Espace Citoyen, par exemple, le débat a déjà été mené et l'on a déjà conclu qu'il y a eu détournement d'objectifs, donc détournement de fonds publics. En clair, le gouvernement a triché avec les députés, il a triché avec l'opinion. Parce que quand il y avait cette inscription pour l'achat de l'avion, nous on a dénoncé. Et même, il y a même eu une réaction officielle à l'époque pour dire que oui, ils sont obligés d'acheter un avion pour le président, parce que l'avion qui est là est un cercueil volant. C'est comme le palais. Ils ont prévu de construire un truc palais, ils ont annulé, mais peut-être donc un jour on va nous montrer un bâtiment, on va dire ouais, c'était ça le palais. Bon, on avait annulé le truc l'autre fois, mais en fait, on a mis dans une autre rubrique et voilà le... Non, soyons sérieux, c'est pas normal. Pour d'autres analystes, par contre, la lecture se fait autrement. Au niveau de la fiche, il n'y avait pas le prix. Maintenant, c'est avec l'opposition qu'on a appris que le prix initial en 1998 était 16 milliards. Je pense que sur la fiche technique, l'avion, il est précisé que l'avion est un jet. Un jet, ça veut dire qu'il y a tous les aménagements luxueux possibles à effectuer dans cet avion-là pour permettre à celui qui l'utilise, en particulier le président de la République, de pouvoir se déplacer et accomplir ses missions sans encombre. Donc peut-être que c'est cet aménagement-là à l'intérieur qui a fait que cet avion coûte cher. Moi, j'aurais peut-être préféré que l'on achète des avions militaires à compte tenu de la situation. Mais si le gouvernement considère que le contexte dans lequel nous sommes ne s'y prête pas et qu'on peut se passer de ces avions militaires-là, et on en a acheté quelques-uns, je pense qu'on aurait pu augmenter aussi la flotte. Mais toujours est-il que pour le moment, je pense que c'est un premier pas. L'un dans l'autre, l'acte est déjà posé et cette nouvelle polémique parlementaire se doit d'être tue pour attendre le verdict de la justice, estime le politologue Bounti Diallo. L'avion présidentiel, encore lui, à l'origine d'une autre polémique et ce démenti du Conseil supérieur de la communication suite aux propos du député maître Moussi Boubacar accusant le président du CSC de s'être déplacé à l'intérieur du pays à bord plutôt de l'avion présidentiel. Le démenti nous est résumé par Abdulrazak Idrissa. Le communiqué est daté de ce jeudi 18 septembre 2014 et dit clairement que le déplacement du président du Conseil supérieur de la communication à l'intérieur du pays du 10 au 14 septembre 2014 est effectué à bord d'un vol régulier de la compagnie privée Niger Airlines. Un déplacement qui s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d'une obligation contractuelle entre le CSC et un consortium d'ONG qui vise la promotion de la paix et de la quiétude entre les communautés. Ceci vient donc en réponse aux propos tenus par le député Maître Moussi Boubacar lors d'une conférence de presse animée le mardi dernier par l'opposition politique. Sous le regard indifférent du président et du CSC, du président ou alors de l'organe du CSC, auquel on affrète l'avion présidentiel, s'il vous plaît,
pour aller en mission à l'intérieur du pays, assister à des fantasias pour, dit-on, faire des missions de sensibilisation, je ne sais de quoi. C'était le prix de son silence, si vous avez pu le constater. Toujours dans le communiqué, le CSC, qui dit respecter scrupuleusement l'indépendance éditoriale des organes publics et privés conformément à la Constitution, rappelle à l'opinion publique les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 93 portant sur la communication audiovisuelle qui stipule que les entreprises de communication publique et privée jouissent de la liberté d'expression et décident alors seules de leur programmation. Par conséquent, le CSC ne peut être tenu responsable de la libre programmation des médias publics et privés. Loin de Niamey et dans le calme de nos immenses étendues pastorales, la tradition se perpétue du côté d'Ingal, dans la région d'Agadez, où s'ouvre demain, vendredi 19 septembre, la Cure Salée édition 2014. Grand moment de change et de retrouvailles qui a mûri dans le temps et a pris de l'étoffe et constitue aujourd'hui le rendez-vous incontournable des éleveurs. Puis un symbole, un creuset où se mêlent espoir et objectif en tout genre, nous rappelle Souley Moumouni Barma et Ibrahim Abdou. Rencontre annuelle des éleveurs, la Cure Salée à l'origine est une occasion d'échange entre éleveurs nigériens et ceux des autres pays de la sous-région. Une fête purement traditionnelle qui fait de la ville d'Ingal pendant près de 72 heures la capitale des éleveurs de l'espace sahélo-saharien. À l'origine, c'était des retrouvailles. En fait, tu sais, les éleveurs, tout le monde va en transhumance et pour une bonne période et tout ça. Et après, tout le monde revient pour converger vers... tu avais des mares, des trucs qui étaient vraiment salés. Et puis bon, les gens se retrouvaient là-bas. Et puis bon, c'était aussi des festivités, quoi. Les gens, c'était la réjouissance et tout ça. Maintenant, tu as des responsables, des chefs Pel Bororo, qui organisaient, qui montraient leur culture, qui font des trucs. Et la même chose du côté de Touareg aussi. Donc vraiment, c'était un truc culturel. Maintenant, à la limite, qui a la meilleure vache, qui a les chameaux qui courent le plus, qui a le meilleur fantasia. Donc, et vraiment, c'était purement culturel. Et puis bon, maintenant, ils échangent pour dire que dans telle zone, il y a des pâturages cette année. Donc aussi, ils se donnent des informations. Donc au départ, c'était vraiment un truc comme ça. Compte tenu de ces objectifs originels de promotion de l'élevage et de renforcement des liens de solidarité entre éleveurs, la Cure Salée intéresse de plus en plus l'État du Niger, les ONG et les partenaires extérieurs. Une initiative salutaire qui ne répond pas aux aspirations des principaux acteurs. Ça a pris vraiment une grande dimension, ce qui est bien en soi. Mais bon, il y a le petit côté où on peut dire que les bas blessent. Les acteurs, les responsables, les chefs Pel, les chefs Touareg traditionnels là, qui organisaient la chose, maintenant ça les a échappés. Ce n'est plus à leur niveau, si tu veux, c'est nous autres, les organisations des éleveurs, c'est les ministères, c'est les cadres de concertation, c'est les partenaires financiers, c'est les ministères de l'élevage. Donc tu vois, quelque part, il y a juste cette petite substance qui est partie. Mais bon, on a démultiplié les participants, ça a pris la visibilité de la fête, et a pris de l'ampleur et tout. C'est tant mieux, mais il faut qu'on retravaille pour retrouver la formule initiale, pour mettre ces éleveurs-là devant, et que et les ministères, et nous autres, les organisations d'éleveurs et tout ça, et les partenaires, qu'on vienne en accompagnateur. Mais bon, comme ça a pris beaucoup de dimensions, effectivement, il y a des fonds à gérer, il y a des trucs et tout. Ça devient difficile pour faire gérer ça par une autorité coutumière ou ceci. Mais oui, alors, il faut leur donner la possibilité qu'on sente que c'est eux qui sont au devant de la chose. Au-delà d'une rencontre festive, la Cure Salée doit être un rendez-vous d'études et de recherche sur des nouvelles stratégies de modernisation de l'élevage pour une meilleure production et de multiplication du bétail.
Dans le monde syndical, voyons cette déclaration du SINASES, syndicat national des agents contractuels de l'enseignement secondaire. Elle est relative à la situation de l'école nigérienne et aux conditions de travail des enseignants contractuels. En voici le résumé. Le Ben SINASES fustige et condamne le silence gardé de la ministre de l'enseignement secondaire vis-à-vis de nos justes et légitimes revendications. Le Ben SINASES exige du gouvernement l'affectation sans condition des camarades membres du Ben à Niamey, de la finalisation du recrutement des agents contractuels à la fonction publique au titre de l'année 2012-2013 et les 500 places de réclamation qui sont jusque-là perchées au ministère. Le paiement à terme échu des pécules des agents contractuels au même titre que les autres fonctionnaires de l'État, de l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, des transports aux enseignants contractuels conformément au protocole d'accord ITN gouvernement, de la révision des primes d'ancienneté de 4 ans à 2 ans dans le service du contrat, de la pérennisation des enseignants contractuels bacheliers en professeurs de CEG après 5 ans de contrat et les enseignants contractuels titulaires du BPC à mettre DPS après 5 ans du contrat. Tout en restant ouvert au dialogue, le Ben SINASES demande aux camarades contractuels de rester sereins, mobilisés et imperturbables pour répondre à tout mot d'ordre. Dans le monde des médias publics, un nouveau syndicat a vu le jour, le syndicat national des agents des médias publics SINAMEP. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu ce matin et le syndicat se fait le devoir de lutter pour des meilleures conditions de travail des agents des médias publics. Voyons le résumé. Les professionnels des médias publics ont désormais un nouveau syndicat. Pour les fondateurs du syndicat national des agents des médias publics SINAMEP, la création du dit syndicat est partie d'un constat. De nos jours, les travailleurs des médias publics végètent dans une sorte de léthargie, voire l'incertitude dans la défense de leurs intérêts, et ceci se justifie aisément par le silence non justifié que certains militants n'hésitent pas à qualifier de silence complice. Pour preuve, présentement, les agents de l'ORTN en particulier vivent dans une situation qui n'est pas du tout reluisante. Cette révision de notre situation ne peut être possible que par la mobilisation, la sensibilisation et la formation des travailleurs des médias publics. Il s'agit de les amener à s'interroger et à répondre sur les faits et sujets les concernant, avoir des opinions, un jugement indépendant, développer l'esprit de partage, d'expérience et de tolérance, développer l'esprit de solidarité en communion sociale et de respect des valeurs démocratiques. Comme ce cadre n'existe pas aujourd'hui à cause de la passivité de ceux à qui nous avons placé entièrement notre confiance, nous avons jugé urgent et nécessaire de créer un nouveau syndicat appelé Syndicat national des agents des médias publics, en abrégé SINAMEP. Aussitôt créé, le syndicat national des agents des médias publics déclare affilié à la CGSL Niger, dont son secrétaire général s'est réjoui de l'arrivée du SINAMEP. Je voudrais tout d'abord, au nom de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, saluer la naissance de cette toute nouvelle structure syndicale dans le monde de la presse. Je voudrais aussi féliciter les acteurs qui composent ce syndicat. Nous sommes dans un contexte multipartisan, multisyndical bien entendu. Il est très difficile qu'un nouveau émerge dans un secteur déjà occupé. La création du syndicat national des agents des médias publics vient agrandir le nombre de syndicats des médias publics. Souhaitons qu'ils œuvreront pour la défense des intérêts de leurs militants. Longue vie et plein de succès au SINAMEP. Point final de ce journal. Merci de votre fidélité et continuez à nous suivre. Le programme se poursuit. Au revoir.